Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté avec leur business. Dans cette vidéo, Patricia et moi te parlerons des aspects légaux dans l'entrepreneuriat. Alors quand je te parle des aspects légaux, je ne te parle pas des petites briques en plastique qui nous servent de jouer, mais je te parle de la légalité dans l'entrepreneuriat. Je te raconterai au départ une petite anecdote sur un de mes anciens business, puis ensuite on te parlera, Patricia et moi, des impôts, comment s'y prendre, les erreurs à ne pas commettre, les charges et les cotisations, comment faire pour que l'argent ne sorte pas tout de suite et que tu mettes de côté en fait ce que tu dois payer pour tes charges et tes cotisations. Et puis ensuite, finalement, comme on t'a dit, le flux d'argent, les rentrées et les sorties d'argent, comment s'y prendre pour que l'argent rentre le plus rapidement possible et pour que l'argent sorte le plus lentement possible de façon à ce que tu aies suffisamment de trésorerie pour vivre de ton business. Voilà, c'est ce qu'on abordera dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu ne le suis pas encore et puis donne-nous un pouce vers le haut si ça t'a plu. Voilà, allez, c'est parti. On a fait l'erreur à l'époque avec notre groupe, enfin c'était déjà un petit groupe, on a acquis de l'immobilier par le biais de la société opérationnelle. Bam, première erreur. Faire repasser ça par une holding, ça a coûté énormément d'argent. Par contre, en ayant fait ça comme ça, c'est ce que les sociétés en tout cas, quand vous arrivez à un certain niveau de chiffre d'affaires et que vous avez une société, ces sociétés vont vous coter. Pas coter à la bourse, mais vous coter et mettre une note. Et c'est rating, voilà, c'est des sociétés de rating. Ah, de rating. Et du rating va vous permettre d'avoir un accès à un certain niveau et à un certain type de clients, donc des multinationales par exemple. Parce que quand elle voit que vous êtes bien coté, c'est-à-dire qu'une société, par exemple, si vous êtes une personne individuelle, elle va regarder si vous avez des dettes, quelle est votre liquidité, si vous avez le dos large, etc. Et par rapport à ce rating, ces sociétés de rating vont vous permettre d'avoir accès à certaines banques et à certains crédits et à une certaine ligne de crédit et à certains clients, etc., etc. Et que ça, quand on n'y prête pas attention, on se retrouve finalement à avoir un mauvais rating. Donc, ne pas avoir accès à de gros projets dans de grandes sociétés, ce qu'on avait à l'époque. Et le grand groupe où on était finalement, le groupe international, nous a dit vous n'êtes pas suffisamment au bon niveau au niveau du rating. Nous, on a appelé, je ne sais plus comment s'appelait la société à New York, on les a contactés, on leur a dit « Ok, mais comment vous en avez mis un rating pareil ?» Parce que vous avez finalement pas suffisamment réinvesti. « Ok, s'il faut investir, puisqu'on a de la thune, on va investir. » On a investi dans l'immobilier, par exemple à Majorque. Et à cette époque-là, je suis tombé amoureux de Majorque et depuis, je suis à Majorque. Et finalement, on avait acheté de très, très beaux penthouses, donc de très, très gros appartements en ligne, donc en première ligne au niveau de la mer. Mais on avait acheté ça au niveau de la société opérationnelle. Le groupe de comptables ne nous ont pas dit « Non, faites-le sur une holding. » Et c'est là, justement, où il faut se poser la question. Qu'est-ce que je veux faire et comment je vais y investir et comment je vais m'y prendre? Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est en fonction des actions. Par exemple, là, pour investir dans l'immobilier, il aurait fallu créer une autre structure et les toutes liées à une holding. C'est en gros ce que fait LVMH avec Oui, mais tu passes par la holding. Si c'est une société d'investissement professionnelle, ta holding fait de l'investissement. Une holding, en général, ne fait jamais de l'opérationnel. Une holding ne peut pas faire de l'opérationnel. Ça peut être une holding opérationnelle, mais attention, c'est juste une société mère c'est pour ça que to hold, c'est protéger, c'est tenir, être à la tête d'eux, en anglais. Et la holding, elle a un rôle de société mère. Mais la société mère, c'est une société de contrôle et de maîtrise de toute la structure, le joint venture, entre autres. Par contre, quand tu vas investir, tu vas investir par le biais de ta holding. Donc, tu vas investir dans des biens, ça peut être l'achat, comme nous on va le faire avec Patricia, c'est du M&A, donc du Merge and Acquisition. Donc, c'est soit de l'achat de parts de société, soit c'est du rachat de société complet. Et ça, on le fait par rapport à une société mère qui est une société holding. Et tu vois, ce genre de choses, il faut y penser dès le départ. La holding, elle va être complètement imposée différemment que si c'était une société opérationnelle. Et ça, il faut avoir un très très bon fiscaliste derrière, de très bons avocats et un très bon comptable. Il faut vraiment séparer les choses. On ne mélange pas tous les couverts. Et les aspects légaux, ils vont également découler de votre stratégie. Au même titre que votre mission, vos clients, votre ciblage, vos éléments différenciateurs, votre stratégie de masse ou de niche, l'aspect légaux, il va découler de tout ça. C'est-à-dire dans la question à se poser, alors bien sûr dans les aspects légaux, ça va conditionner vos impôts, vos charges, vos cotisations et les entrées. J'ai souvent dans les entrepreneurs des gens qui vendent des produits et qui se mettent en auto-entreprise. Alors, il me semble que la loi a été un peu changée, qu'on peut désormais déduire dans une certaine proportion certains produits.
Toujours est-il que créer une auto-entreprise avec des produits, il y a une chose qui n'est toujours pas déductible, qui est la part de TVA. Et quand vous allez payer de la TVA sans pouvoir la décaisser, ou sans pouvoir contrebalancer la partie de TVA que vous rentrez, pour moi, il y a une aberration légale. Pourquoi payer 20% ou 10% ou 15%, peu importe, de cotisation sur une partie que vous ne percevez pas qui appartient à l'État? Et là, pour moi, j'ai un problème dans l'agencement et surtout dans la réflexion entrepreneuriale qui est derrière. Parce qu'au final, quand vous vous retrouvez à payer sur un chiffre d'affaires sans pouvoir déduire grand-chose, et zut, ça a bougé, sans pouvoir déduire grand-chose, vous n'êtes pas dans la démarche d'un entrepreneur, vous êtes dans la démarche d'un bricoleur. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va aller calculer ce qui est au mieux de ses intérêts. C'est pas je zappe toute la partie calcul de l'entreprise dans l'espoir que ça va pas me coûter trop cher, mais pouvoir bricoler un truc. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui connaît exactement l'état de ce qu'il va dépenser, de ce qu'il va rentrer et de l'optimisation fiscale qu'il peut faire derrière. Et les charges et les cotisations, quoi qu'on en dise, ça en fait partie. Et vous imaginez bien que si l'État a fait quelque chose de simple, c'est parce qu'il a compris qu'il pouvait gagner beaucoup plus qu'avec les structures actuelles. Donc l'aspect légal, c'est une question à se poser. Après, je vois souvent des gens qui sont chiffre d'affaires vont s'engager dans des structures lourdes, juridiquement lourdes, sans forcément avoir un gain. La question, c'est à partir de quand je passe du stade de bricoleur au stade d'entrepreneur. Une entreprise, ça se gère comme un budget, c'est-à-dire que je sais ce qui sort, je sais quels sont mes coûts. On l'a vu sur la tarification, hein. Et on a vu aussi, entre guillemets, vos résistances quand on vous a demandé de remplir les tableaux pour pouvoir définir votre chiffre. C'est qu'à se poser la question de sa structure impose de connaître sa stratégie et impose de savoir ce que l'on veut, ce que ça va nous coûter, ce que chaque heure passée à travailler doit nous rapporter ou sinon ce qu'elle nous coûte. Et les aspects légaux et les aspects juridiques, ils dépendent de ça. Et ce que Michael vient de dire, c'est vrai que nous, on a splitté la partie atelier, parce que la partie atelier, on se dit qu'un jour, elle va être revendue. On a peut-être tort, mais on se dit qu'un jour, si on doit diviser le business, c'est la structure qui sera le plus facilement vendable. Un système derrière. Donc, on en a fait un truc indépendant qui puisse se détacher très facilement de nous pour qu'on puisse un jour le commercialiser. On restera dessus avec l'exploitation de la marque Successful Parentpreneur. Mais on peut revendre la structure et revendre une session de licence pour l'exploitation du nom. Ça revient à ce que disait Patricia tout à l'heure. Hein, si au niveau du ciblage, on a masse et niche, c'est pas... on peut le faire au départ quand on n'est encore pas trop connu, mais il n'y a rien de tel pour finalement effrayer le client ou alors le perturber. Parce que finalement, on va se retrouver dans une stratégie. Bon, pour lui, il ne va pas de stratégie. On est tous consommateurs, on ne voit pas spécialement la stratégie d'une marque derrière, à moins qu'on soit spécialiste en stratégie. Mais finalement, quand on se dit, ah ouais, ils ont des produits bas de gamme et des produits haut de gamme, alors oui, on aurait pu créer une autre marque. Mais finalement, on a toujours un petit branding derrière le branding de la société. Par exemple, l'accompagnement Successful Entrepreneur, ce n'est pas l'accompagnement VIP, il y a des noms derrière. Les ateliers, ce sont des ateliers masterclass, comme la formation, etc., fait partie. Donc, les produits en ligne, on les a séparés de tout ce qui est accompagnement, coaching et sparring et mentoring. Et ça nous permet, nous, de pouvoir différencier les différents types de services qu'on a dans notre portefeuille. Et séparer surtout services et produits. Voilà l'intérêt. Et pour revenir à ce que Donc, sur les aspects légaux, excuse-moi, quand on réfléchit, l'exemple que je vous ai donné de mon parcours au niveau du groupe où j'étais à la tête en un certain temps, finalement, l'erreur, ça a été finalement de se laisser à un jeu qui a été donné par l'extérieur, dont on ne maîtrisait pas du tout. On n'était en aucun cas, avec mes partenaires associés, des spécialistes de l'immobilier.
Mais on s'est dit, puisqu'on passe du temps volontiers à Majorque, pourquoi pas acheter à Majorque? Ça veut dire que nous, l'erreur apprise, la leçon apprise, c'est pas parce qu'ils te disent d'investir dans l'immobilier que tu dois le faire. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que je maîtrise ce genre de domaine? Est-ce que ça passe avec ma vision? Oui, on s'est retrouvé à faire de l'immobilier alors que finalement, on ne voulait pas faire de l'immobilier au départ. Ce n'était pas l'intention. Et là, on est tombé, on a mis le pied dans la flaque d'eau et notre pied était mouillé, métaphoriquement parlant. Pourquoi? Parce qu'on est allé mettre les pieds là, on n'y connaissait pas trop grand-chose. Aujourd'hui, par exemple, si on était appelé à le faire, je sais que j'ai Patricia. Moi, j'aime pas l'immobilier, c'est pas mon truc. Par contre, Patricia, c'est son dada. Donc, une société comme Successful Parentpreneur, ou la marque comme Successful Parentpreneur, parce qu'il y a pas mal de sociétés derrière, finalement, ça a du sens, parce qu'on a quelqu'un qui est spécialiste, qui s'y connaît. Elle a son entourage qui s'y connaissent peut-être encore plus. Elle a les bons avocats, elle a les bons comptables. Par contre, si on ne s'y connaissait pas, ça n'aurait pas de sens. Et c'est pareil, moi, me concernant, vis-à-vis de l'acquisition et la fusion de sociétés, donc le financement de sociétés. Parce que moi, ça, c'est mon dada. Ça, je l'ai fait pendant plus de 10 années et ça a du sens. Si on reprend par exemple les aspects légaux, quand la société, quand l'entreprise au fil de la plume est devenue une société, j'ai cherché des bureaux. Et ces bureaux-là, je les ai achetés à titre privé, mais sous une SCI, parce qu'avec la SCI, je pouvais, ce qui rentrait d'un côté était déductible de l'autre. Alors que si je louais, j'achetais un bien, que je me louais, que je m'auto-louais finalement, à moi en tant que gérante, je ne pouvais pas le déduire. Et plus que pas le déduire, au moment de la revente, ce n'était pas considéré comme l'élément d'une société, mais c'était considéré comme un enrichissement personnel. Donc la plus-value au niveau des impôts, elle changeait aussi. Donc tous ces aspects-là, ils sont à prendre en compte dans le cadre d'une stratégie qui est globale. De la stratégie qu'on a vue tout à l'heure, ça fait partie des éléments d'enrichissement. Parce que le bien, je le louais. Le bureau étant assez grand, j'en louais une partie à ma société, j'en louais une partie à une autre société. Ce qui me permettait en plus d'amortir mon prêt. Et tout ça, ce sont des choses à prendre en compte au niveau des charges, des cotisations, de ce qu'on va payer. Parce que parfois, passer un peu du bénéfice de l'entreprise dans un bien permet de passer d'une imposition à 33% à une imposition à 15%. Le bénéfice que vous allez faire au sein de votre entreprise, si vous le redistribuez sous forme de dividende, il va être soumis actuellement en France, il est soumis à charges et cotisations. Si c'est une rentrée de loyer, il est soumis à CSG, mais il n'est pas soumis aux cotisations sociales. Donc, c'est un revenu qui vous coûte quelque part moins cher. Il va vous coûter, je ne sais plus à combien la CSG en France, puisque nous, on paye en tant que Français de l'étranger, on paye le double. Je crois qu'elle est à 13%, me semble-t-il, ou 17%, je ne sais plus. Oui, ça doit être 17%, puisque nous, on a 33%. Donc, la partie de CSG, elle est moindre que la partie des cotisations sociales. Donc tout ça, ce sont des questions à vous poser, à structurer. Alors évidemment, je veux dire, on ne va pas vous demander de vous former dans tous les domaines. Il y a des comptables, il y a des fiscalistes pour ça. Il y a des avocats et il y a des notaires. Allez confronter tout ce petit monde. Un comptable qui va récupérer votre compta derrière, normalement, il vous reçoit gratuitement. Un avocat qui va monter un plan d'achat ou un montage financier, ils vous reçoivent gratuitement. Donc, allez voir ces gens-là, allez leur demander conseil, ils sont là pour ça.